à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Ping. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Jean-Charles Samuelian, qui est le cofondateur d'Alan. Et ensemble, on va évidemment parler de leadership. Tu as écrit un bouquin, en fait, sur le sujet. Ce qui est étonnant pour quelqu'un de ton âge, finalement, on pourrait se dire, t'as même pas 35 ans. J'ai 34 ans, ouais. Donc écrire un bouquin sur le leadership ou sur le travail en équipe à moins de 35 ans, c'est plutôt surprenant, non? J'ai pas la prétention que ce bouquin soit la vérité absolue. En revanche, ça fait un peu plus de 12 ans que je crée des boîtes et que je suis entrepreneur. Et je sais pas si c'est comme les vies des chats, une année d'entrepreneur, mais c'est assez intense et ça compte beaucoup. Et avec Alan, mon entreprise, on a essayé de réformer ou de repenser en tout cas pas mal de méthodes de management et pour repenser justement l'organisation et le leadership ensemble, qui marche bien pour nous. On est aujourd'hui plus de 500 après 6 ans, donc on a grandi assez vite. On fait plus de 200 millions de revenus et on accompagne 300 000 personnes dans leur santé. Et encore une fois, on n'a pas la science infuse, mais ce qu'on a vu, c'est que notre modèle, beaucoup de gens nous posaient des questions sur comment vous faites, pourquoi, comment ça marche la transparence radicale, qui est un de nos grands sujets, la culture de l'écrit et supprimer les meetings, comment ça marche, pourquoi vous avez supprimé le rôle de manager. Donc il y a plein de choses qu'on a fait pour essayer de transformer la manière de faire du leadership dans la boîte, qui intéressait beaucoup les gens, qu'on avait beaucoup documenté en interne. Du coup, c'était assez facile pour moi de me dire, je vais prendre tout ce qu'on a écrit, le remettre un peu en forme, écrire une intro, une conclusion qui sont intelligentes et en faire un livre. Ok, cool. Et justement, alors, tu peux nous parler des différents principes. On va commencer par la transparence radicale. C'est étonnant parce que une des choses que vous faites, c'est que la grille des salaires, entre guillemets, elle est complètement transparente, c'est-à-dire que tout le monde y a accès. Comment tu fais ça et c'est quoi la différence entre ton salaire et le plus petit salaire? Alors déjà, j'ai pas le plus haut salaire. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce que j'ai plus de capital que les autres salariés. Mais en gros, pourquoi la transparence radicale? Avant peut-être d'aller concrètement, mais on pense qu'une entreprise, elle fonctionne si on a des individus qui travaillent en cohésion ensemble et qui se donnent à fond pour un but commun. Pour attirer des gens qui ont envie de travailler dans ce but commun et qui ont envie d'avoir... Souvent, les gens qui sont forts ont envie d'être autonomes et de prendre des décisions. Et pour prendre des bonnes décisions, on a besoin de l'information. Et du coup, nous, on s'est dit, on ne va pas cloisonner l'information dans la boîte, on va la rendre accessible. On va recruter que des personnes en qui on a envie d'avoir très confiance. Et donc, on va leur faire la confiance absolue dès le premier jour. Et on va leur donner accès à toute l'information. Alors, ce dont les gens aiment parler souvent, en effet, c'est les salaires. Parce que c'est intéressant, c'est assez différent de la grande majorité des boîtes. Mais tout est accessible, c'est-à-dire tous nos chiffres, nos conseils d'administration, toutes les décisions qui sont prises. Donc ça crée en fait un environnement qui nous force à savoir expliquer pourquoi. Pourquoi on prend telle décision. Et quand on est forcé d'expliquer pourquoi, parce qu'on sait que c'est transparent et auditable, souvent on prend des décisions qui sont un peu plus justes. Et ça, c'était très important pour nous. Et ça force aussi à réfléchir un peu plus, ou quand c'est de l'intuition, juste dire, c'est une intuition, voilà comment je vais la tester. Et dans le cas des salaires, ça nous force d'avoir une grille qui nous permet d'être compétitifs sur le marché, mais qu'on a structurée, qui est transparente, et tout le monde connaît le niveau de salaire et de capital de tout le monde, mais qu'on sait expliquer en interne et qu'on sait justifier. Donc pour répondre à ta question, je pense que les salaires d'entrée pour les plus juniors doivent être entre 35 et 40 000 euros par an. Et le plus grand salaire dans la boîte doit être à 200 000 euros par an. Moi, je suis à 140 000. Voilà. Ok, très clair. Il y a un mot que tu as dit, que je trouve intéressant, qui est enfin, tu ne l'as pas utilisé comme ça, mais de réempouvoirer les gens. Moi, dans cette notion de soin porté aux salariés, et le soin, c'est votre sujet, donc on va pouvoir en parler, c'est un sujet que tu connais très bien. On a souvent cette idée du soin un peu paternaliste, c'est-à-dire on va mettre, dans le pire des cas, une table de ping-pong, dans le meilleur des cas, des cours de méditation de pleine conscience ou du yoga parce qu'on prend soin des salariés, mais c'est pas ça, prendre soin. Et d'ailleurs, quelque part, j'avais lu ça dans un bouquin, je trouvais ça assez intéressant, on disait finalement, on dit que c'est pas paternaliste, c'est plutôt
maternelle, quelque part, parce que c'est souvent les femmes qui sont RH en plus. Donc, pour toi, c'est quoi prendre soin des salariés? Je pense que le premier aspect, c'est de se traiter tous d'adulte en adulte. Et ça, c'est vraiment important. Et de créer une relation de confiance. Prendre soin, pour moi, c'est comprendre l'autre et lui faire confiance. Donc, comprendre l'autre, c'est essayer de comprendre les enjeux de chacun. Qu'est-ce qui peut générer du stress, de la pression? Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir un syndrome de l'imposteur quand on est l'employé numéro 500 d'une boîte où il y a plein de gens qui sont plutôt brillants, qui savent ce qu'ils font. Alors même si on est très fort, on va avoir un syndrome de l'imposteur parce qu'on aura un écart de savoir. Et ça, c'est normal. Donc avoir beaucoup d'empathie pour ça et essayer de créer des mécanismes qui aident à résoudre ça. Et donc nous, c'est à en parler. Donc on parle pas mal du syndrome de l'imposteur quand tu arrives chez Alan, et le fait d'en parler permet de le démystifier, ce qu'on dit en fait, toutes les personnes qui sont passées avec toi avant toi ont eu la même chose, donc c'est normal et il faut juste monter là-dedans. C'est créer par exemple nous un onboarding, donc une arrivée chez Alan qui est assez cadencée, on essaie de créer deux choses. Et le premier, c'est un sens d'appartenance. Donc, c'est pousser à rencontrer plein de gens et à tisser des liens humains. Ce qu'on n'a pas toujours très bien fait pendant les 2 années de Covid. Donc là, qu'on essaie de reconstruire. Et après, c'est faire découvrir la boîte et les métiers et de faire monter en compétences progressivement. Et après, la confiance, elle passe par se donner l'information, arrêter de cloisonner et de cacher l'information, de se traiter en adulte, expliquer pourquoi, quand ça va bien et sur les trucs difficiles ou quand ça va mal. Et je pense que nous, on a vu que être capable... Enfin, une boîte comme la nôtre, qui est maintenant ce qu'on appelle un scale-up, mais qui grandit très vite, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est des choses qui cassent à peu près tous les jours. Et en parler et ne pas cacher ça, en fait, ça crée un sentiment d'adhésion et de cohésion où il n'y a plus de peur face à l'inconnu. On est tous dans le même bateau et on va résoudre les problèmes qui sont en face de nous ensemble. Et ça, je pense, c'est ça vraiment prendre soin aux salariés. Et après, bien sûr, penser à aider l'équipe à trouver... J'aime pas trop la notion d'équilibre pro-perso, parce que ça demande de compter des points entre comment je mets les poids de chaque côté de la balance. J'aime bien la notion d'harmonie pro-perso. Qu'est-ce que ça veut dire harmonie pro-perso? Ça veut dire que ce que je fais au travail me rend hyper heureux, m'énergise, je suis content d'être là tous les matins, je suis content quand je pars le soir, et ça peut pas être forcément tous les jours de l'année, mais la grande majorité, parce que je suis avec des gens que j'aime, avec qui j'aime travailler, où il y a de l'empathie, où il y a ce qu'on appelle du care dans la manière dont on échange, mais il y a aussi de la stimulation intellectuelle, des enjeux. J'ai l'impression d'avoir un impact et d'impacter la vie des gens, et nous, c'est impacter la santé et le bien-être des gens chez Alan. Et à la fois, ma vie perso, j'ai de la place pour elle. Quand j'y suis à fond, à 100%. Je suis déconnecté, je suis pas en train de penser au travail. Et elle m'énergise. Et bien sûr, on laisse les gens gérer leur vie perso comme ils veulent. On leur donne aussi beaucoup de flexibilité. Donc nous, il y a énormément de flexibilité sur les horaires, énormément de flexibilité sur les vacances. Tu n'as pas besoin de demander à un manager de valider des vacances. Tu as juste besoin de t'organiser avec les gens avec qui tu travailles. Et du coup, pour nous, c'est ça le soin. C'est cette combinaison entre l'autonomie, la confiance, la transparence, l'empathie pour les enjeux qu'ont les gens. Et après, bien sûr, prendre en compte leur situation personnelle et donner des outils qui les accompagnent. Donc, on a créé un outil, nous, qui s'appelle Alan Mind aussi, qui est un outil de bien-être mental, qui est à disposition de tous nos salariés et que d'autres entreprises utilisent aussi pour leurs salariés ou des individus peuvent télécharger sur l'App Store. Et Alan Mind, ça crée plein d'outils et plein de contenus, à la fois de thérapie cognitivo-comportementale pour avoir des programmes personnalisés, mais ça va de gérer le stress, le syndrome de l'imposteur dont on parlait, voir les premiers signes de burn-out et comment les gérer, et faire des exercices quotidiens si on en a envie, pour tourner son stress ou ses pensées négatives en pensées positives. Et après, on peut chatter ou faire de la visio avec des thérapeutes. Et fournir ces outils-là aide à prendre soin. Mais comme tu le vois, c'est une équation qui est complète. Ça ne va pas être juste, en effet, donner des classes de yoga. Nous, on n'a pas de baby-foot ni de table de ping-pong, mais c'est avoir un endroit qui préserve cette harmonie pro-perso, qui pousse à l'excellence, mais avec bienveillance. Nous, on pense que c'est ça. Et en fait, tu l'as dit à demi-mot, mais en fait, donc, la confiance, c'est central. Et en fait, ce que tu as dit à demi-mot, c'est qu'il y a ces vacances illimitées, en réalité, chez vous. En fait, j'aime pas trop la notion d'illimité, parce que, on va pas se mentir, si quelqu'un prenait des vacances tous les jours,
Oui. On se séparait de la personne. Ouais. Donc, moi, je préfère parler de vacances flexibles, c'est-à-dire que on va pas compter. Enfin, on a des outils qui vont me dire combien tu as pris de vacances et quels sont les minimums légaux. Donc, si tu n'en as pas pris assez dans l'année, au moins tu as le choix et tu as les décisions. On pousse vraiment, et ça, on peut en parler aux allanneurs. Dès qu'on voit des signaux de gens de fatigue, etc., on leur pousse à prendre des jours off. Parce qu'on pense, même si on avait un point de vue très retour sur investissement pour la boîte, en fait, des gens qui sont reposés, en forme, moins stressés, sont plus créatifs, prennent des meilleures décisions, etc. Donc, il faut pousser les gens à prendre des vacances. Et après, mais en revanche, si les gens abusent le système, bah, leurs pairs vont le voir et ça va être corrigé par le groupe. Parce que pourquoi quelqu'un gagnerait le même salaire que moi et la même equity si elle prenait 4 fois plus de vacances que moi? Donc, donc ça se limite. C'est quoi les autres grands principes que vous avez? Donc, transparence radicale, il y a une forme de confiance en tout cas. Voilà. Les 5 grandes valeurs, elles sont obsession pour nos membres. Donc ça, c'est vraiment mettre toujours nos membres et nos clients au centre de toutes nos discussions. Et c'est la qualité, la privacy, etc. La deuxième, c'est ce qu'on appelle l'ambition sans peur. Et donc, c'est créer une culture de la prise de risque et de la valorisation de l'échec et de plus penser de manière incrémentale, mais se fixer des objectifs long terme et essayer de voir ce qu'on doit construire aujourd'hui pour le faire. La troisième grande valeur, c'est ce qu'on appelle, nous, la responsabilité distribuée. Donc, ça va avec cette notion de faire confiance aux gens pour qu'ils prennent des décisions. Nous, on aime bien dire que les allanneurs, alors c'est pas trop à la mode en ce moment, mais sont des despotes éclairés. Donc, on n'est pas une démocratie où chaque décision doit être faite dans le consensus et plaire à tout le monde. Ce qu'on veut, c'est que recruter des gens qu'on considère très bons et qui nous disent quoi faire. Et du coup, despote, c'est qu'ils prennent des décisions et plutôt rapidement, et parce qu'on apprend beaucoup de la prise de décision. Éclairé, c'est ils vont chercher l'information auprès de leur pairs dans la boîte et la data, etc., pour prendre des meilleures décisions. Et du coup, quand on dit ça et on met ce rythme, ça revient à une culture où on valorise l'échec si c'est un échec apprenant. La quatrième valeur, c'est la transparence radicale dont on parlait, parce qu'on ne peut pas prendre des bonnes décisions si on n'a pas l'information pour la prendre. Et la cinquième valeur, nous, c'est ce qu'on appelle la croissance personnelle et la croissance de la communauté. Et du coup, croissance personnelle, c'est comment créer une boucle de feedback, de retour qui t'aide à te grandir et te développer quand tu es un allanneur. Et donc, on a des coachs internes qui t'aident à grandir et avec qui tu parles toutes les 2 semaines, beaucoup de contenu, etc. Et faire grandir la communauté, c'est on pousse tous les allanneurs à améliorer la boîte et à rayonner autour. Donc, ce qu'on considère, c'est que une entreprise, c'est pas un organisme figé, c'est un organisme vivant. Tu vois, c'est une cellule qui continue à s'alimenter, et surtout quand on grandit. Et du coup, la manière dont on gère, dans la manière dont nos interactions se gèrent en tant qu'organisme, doit évoluer. Et donc, on demande aux allanneurs de faire évoluer ça. Donc, c'est ça les 5 grandes valeurs. La première, donc, qui était mettre les clients au centre, c'est beaucoup challengé en ce moment, parce qu'on dit non, mais en fait, c'est pas les clients qui vont être au centre, c'est les salariés. Est-ce que tu penses qu'il faut opposer les deux, ou comment ça fonctionne? Est-ce qu'en mettant les clients au centre, on met aussi les salariés au centre? Comment tu le vois? Je pense que les deux sont très alignés, en fait. C'est-à-dire, je pense pas que tu peux avoir des clients heureux si tu as des salariés malheureux. Et je pense pas que tu puisses avoir une boîte qui paye des salariés si tu n'as pas des clients très heureux. Donc, je pense que c'est la condition sine qua non à l'existence d'une entreprise, c'est de faire un service que les gens aiment, adorent, et de se donner à fond pour les servir. Mais tu n'arriveras à faire un produit qui a de l'empathie, qui est créatif, etc., que si tu as des salariés qui le sont, et pour ça, il faut que ton équipe le soit énormément. Mais si je devais faire un ordre, c'est la condition d'existence de l'entreprise, sauf si on est dans un monde très naïf où l'argent pousse dans les arbres, la condition d'existence de l'entreprise et de pouvoir payer des salaires, c'est d'avoir un modèle de revenu, et c'est pour ça d'avoir des clients, pour nous des membres qui sont très heureux. Et pour ça que ça arrive, il faut faire en sorte que tes salariés soient dans les meilleures conditions possibles.
Une des questions que je me pose, c'est, parce qu'on parle beaucoup de valeurs d'entreprise, etc. Alors souvent, c'est des valeurs qui sont un peu bullshit parce qu'elles ont été définies par une agence sur un paperboard et donc c'est resté dans un PowerPoint. Et du coup, sur des posters parfois. Voilà, ou dans un poster qui est sans doute, c'est sans doute quand tu mets tes valeurs sur un poster, c'est sans doute la preuve très concrète que tu es nulle part. Hein. Pour moi, c'est-à-dire que si j'avais besoin, à mon niveau, à moi, en tant que personne, de mettre mes valeurs sur un papier, sur mon frigo, c'est qu'on aurait un petit problème. A priori, tes valeurs, c'est tu les vis et voilà. Mais justement, comment tu fais pour quand on board, donc comment tu fais quand tu intègres des nouveaux Alaners pour leur faire passer ces valeurs-là? C'est quoi le processus en fait? En effet, les valeurs, pour moi, c'est une question de mécanisme dans la vie de tous les jours. Elles sont vécues parce qu'elles sont exemplifiées. Si tu la vis pas dans tous les jours, en fait, c'est bullshit et tu crois plus à la boîte. C'est comme Enron qui mettait intégrité sur leur mur. Bon, cette dissonance, elle n'a pas le droit d'exister. Et nous, la manière dont on le fait, on communique à l'extérieur de la boîte sur qui on est, comment on travaille et quelles sont nos valeurs, via le livre, via des blog posts, etc. Et donc, quand tu rentres dans le processus d'entretien chez Alan, tu as une notion déjà de quelles sont les valeurs de la boîte, et en plus, on te passe de plus en plus de documentation à chacune des étapes. Donc, à la fois, on découvre le candidat, mais aussi, on a très envie que le candidat nous découvre et apprenne à nous connaître, parce que c'est un vrai investissement de rentrer dans une entreprise. Donc déjà, ça se passe au moment du processus de recrutement. On a d'ailleurs un entretien qui s'appelle un entretien sur la culture, et donc on va un peu dresser ton parcours avec toi et essayer de comprendre en quoi certaines actions de ton parcours et qui tu es va marcher dans notre culture. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un manque de ce qu'on appelle fit culturel, et ça on essaie d'éviter parce que ça coûte cher. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut avoir plein de diversité, de différents profils qui vivent dans notre culture, mais il y a aussi plein de gens pour qui notre culture n'est pas faite, et eux, ça ne sert à rien d'essayer de travailler ensemble. En fait. Notre boîte n'est pas faite pour salarier le monde entier. Après, quand on onboard, il y a plein d'étapes. Il y a une page, nous, dans notre documentation interne, qui est un outil qui s'appelle Notion, qui s'appelle les Alan Leadership Principles, qui est un peu le contenu du livre, mais en anglais avec encore plus d'exemples, de vidéos, d'audio, etc., qui est à plein de niveaux de profondeur, mais qui donne toute notre culture et plein d'exemples de comment elle se vit dans la vie de tous les jours. Ensuite, quand tu rejoins Alan, tu as aussi 3 personnes qui t'accompagnent dès le début, au minimum, qui sont ton coach, donc la personne qui va te suivre toutes les 2 semaines, où tu vas entre autres pouvoir parler de la culture, de ta croissance personnelle. Ce qu'on appelle un role buddy, donc une personne avec qui tu vas pouvoir parler de ton rôle et qu'est-ce que ça veut dire d'être un software engineer chez Alan ou d'un designer, etc. Et tu as un culture buddy, donc quelqu'un qui est là depuis longtemps dans la boîte, avec qui tu vas pouvoir poser toutes tes questions sur la culture tous les jours et qui vient faire des check-in avec toi là-dessus. Et après, la meilleure manière de vivre la culture, c'est encore une fois les mécanismes et comment tu la vis tous les jours. Donc c'est comment tu vas prendre ta première décision, avoir ta première discussion avec l'équipe. Pour nous, à l'écrit, parce qu'on a une culture de l'écrit qui est assez forte. Comment tu vas faire ton premier one-on-one de coaching, comment tu vas voir la communication interne, comment tu vas avoir accès à toute l'information. Et en fait, c'est ça qui va s'exemplifier. Et après, il y a nos processus de feedback. Donc, tu as du feedback continu. Et tous les 6 mois, et maintenant, on va le cadencer même un peu plus souvent, la boîte s'arrête un peu pour faire des feedbacks sur chacun des Alaners. Donc, chaque Alaner va nommer 4 ou 5 personnes qui vont leur faire du feedback et se faire aussi une propre review pour se dire où est-ce que je me suis senti très bon et où est-ce que j'ai envie de grandir. Et là, on utilise beaucoup nos leadership principles, donc notre culture, en tant que référence pour faire ces feedbacks. Donc, ça vit à peu près à tous les moments de ta vie d'Alaner. Et donc, ça se construit progressivement et ça s'apprend par la vie de tous les jours. Et est-ce que, comme certaines boîtes américaines, vous avez un processus de... je ne sais pas comment appeler ça d'ailleurs, j'ai plus le terme, mais pour tous les gens qui s'en vont, est-ce que vous créez une communauté ou est-ce que ils sont partis, c'est leur histoire? Non, on a en effet un Slack channel avec les Alanumni, qui sont les alumni de Alan, avec qui on échange et on a encore des liens avec pas mal. Il y en a qui sont devenus entrepreneurs, d'autres qui ont rejoint d'autres startups ou d'autres entreprises. Et je dirais pas qu'on a des liens avec tous, mais on a des liens avec un bon groupe et c'est super sympa, ouais. Ouais, donc vous gardez, en fait, ça crée une galaxie finalement. Exactement. Et on espère qu'il y aura, comme il y a eu une PayPal Mafia, il y aura une mafia d'Alaner qui rejaillisse sur l'écosystème. Et moi, ce que j'adore, c'est
j'ai plein d'anciens Alaners qui m'écrivent en me disant ça et ça comme méthodologie, je l'ai utilisé dans ma boîte, c'est trop bien, et j'ai transformé ça, qu'ils aient créé leur boîte ou dans une nouvelle boîte, et ça nous touche, ça veut dire que s'ils le reprennent dans leur vie d'après, c'est que c'est quelque chose qui les a positivement impactés. Carrément. Tu parlais de la culture de l'écrit, qui est très forte effectivement chez Alan. Tu peux nous en parler un petit peu? Pourquoi vous avez fait ce choix? Pourquoi pas l'oral? En gros, c'est la culture de l'écrit, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout d'oral, et j'expliquerai pourquoi derrière. Mais en fait, on pense que l'écrit a plusieurs vertus. La vertu du travail asynchrone, donc on n'est pas obligé d'être tous au même moment dans la même salle, et du coup, ça permet de mieux s'organiser. Si j'ai des enfants en bas âge, je peux m'arrêter à 6h ou à 5h30 pour aller les chercher. Si j'ai envie de reprendre après le soir, si je suis un ingénieur qui adore coder la nuit et qui n'aime pas travailler la journée, je peux le faire. Enfin, il faut s'adapter aux gens, et l'asynchrone permet ça. La deuxième vertu de l'écrit, c'est que on trouve que ça réduit les inégalités, ça permet plus de diversité d'idées. En gros, quand c'est à l'écrit, les gens un peu plus timides vont plus s'exprimer. Ça va moins être souvent l'homme blanc vieux qui parle le plus fort. Donc on pense qu'il y a plus d'égalité des voix entre hommes et femmes. Et il y a moins d'importance qui est attribuée au niveau ou à la personne qui le dit, parce que c'est le contenu qui compte plus. Et ça, on pense que c'est très puissant. Ça crée aussi énormément de savoir. C'est-à-dire que chez Alan, il y a quasiment 15 000 ce qu'on appelle des issues ou des discussions, qui sont les décisions qu'on a prises. Et donc, on est capable de retracer toutes les décisions qu'on a prises et pourquoi. Donc, ça crée énormément de savoir. Et ça, c'est aussi très puissant. Donc ça, je dirais que ce sont un peu les trois grandes vertus qui sont l'égalité des voix, que la meilleure idée gagne, créer du savoir et la force de l'asynchrone. Et ça rend aussi, en fait, le dernier élément, c'est que ça va avec la transparence radicale, ça rend toute décision accessible à tous. C'est-à-dire que même si je n'ai pas été contributeur à cette discussion, si un jour j'ai envie d'aller voir et d'auditer, je peux toujours le faire. Et ça, on pense que c'est extrêmement puissant aussi, parce que ça crée de la confiance. Savoir que toutes les décisions n'ont pas été prises dans une salle à laquelle je n'avais pas accès, elles ont été prises dans un forum public auquel j'aurai accès toujours. Et peut-être aussi, quand tu écris, tu poses tes idées que quand tu parles dans une réunion. Du coup, il n'y a pas de réunionnite aiguë, comme on dit, cette expression. Exactement. Il y a très très peu de réunions. Après, il y a quand même... on alloue beaucoup de valeur à l'oral et on peut être très créatif à l'écrit, ça dépend des profils, mais on a des tableaux blancs, des whiteboards partout dans nos bureaux. On a créé des bureaux qui sont très cool et très adaptés. Donc on pousse les gens à se mettre à deux sur un whiteboard, on pousse les gens à travailler ensemble, à faire ce qu'on appelle des pairing sessions, où tu vas coder à deux, où tu vas réfléchir à deux en tant que marketing, tu vas faire du service client ensemble. En deux sales, il y en a un qui va faire des calls et l'autre qui va écouter et faire des feedbacks. Donc on pousse vraiment ça, on crée aussi plein d'événements pour que les gens connectent socialement. Mais en effet, les gens passent pas leur vie en réunion chez Alan. Puis tu as des one-on-one aussi. Enfin, il y a plein de choses. On a des all hands une fois par mois où des gens présentent à la boîte des progrès. Chaque communauté a d'autres événements et routines. Donc, il y a plein de moments pour connecter en tant qu'humain. Mais les décisions et les décisions plus complexes sont prises à l'écrit. D'accord, ok, très clair. Une question que je me posais également, c'est le poids, d'après toi, la culture déjà, c'est pas quelque chose auquel tu étais sensible dans ta première boîte, si je me trompe pas trop, dans la boîte d'avant en tout cas. C'est que, ouais, j'étais pas au courant de l'importance et on n'avait pas passé de temps à la formaliser, en effet, ouais. Et du coup, la question que je me pose, parce qu'Alan, c'est quand même, effectivement, Scale-up, ça va très vite, etc. C'est quoi pour toi le poids de la culture d'Alan dans la réussite d'Alan ? Je pense que je suis très biaisé, mais je pense que le premier aspect de notre réussite, c'est les gens qu'on a. Mais je pense que les gens qu'on a sont là et restent grâce à notre culture. Donc, en tout cas, en partie grâce à notre culture et aussi notre mission. Et la manière dont on partage la valeur aussi, parce qu'on a alloué 15% du capital à l'équipe et chacun des Alaners a du capital. Du coup, je pense que c'est vraiment instrumental dans qui on est, cette culture d'entreprise. Et c'est pour ça qu'on l'a définie avec Charles, mon cofondateur, même avant de créer la boîte. Enfin, à la fois, on avait l'idée de ce que devait être Alan et l'idée de comment on voulait qu'on construise Alan. Et c'était très important pour nous de le définir et d'en parler parce que, moi, j'avais eu cette expérience où, dans la première boîte, j'étais pas sûr de me retrouver à 100% dans la culture qu'on avait construite. Mais c'était normal et c'était pas la faute de mes cofondateurs, c'est juste qu'on n'en avait jamais parlé clairement, en fait. Et
Et là, avec Charles, c'était important pour nous deux de bien le définir. Et en fait, ça a défini aussi les premiers recrutements qu'on a fait, parce qu'on les a recrutés par rapport à cette culture et par rapport à ces valeurs. Et on a continué à recruter comme ça. Donc, très, très instrumental. Et moi, je conseille à toutes les boîtes d'essayer de comprendre, enfin, si ils sont très tôt, au tout début, d'essayer de définir qui ils sont et comment ils veulent être. Et si c'est plus tard, d'essayer de comprendre qui ils sont et comment ils prennent des décisions. Et comme tu le disais tout à l'heure, je ne conseille pas nécessairement de prendre un cabinet externe et de sortir des valeurs où on va tous avoir la même chose. C'est ça. Mais vraiment plutôt de se poser la question de comment cette dernière décision importante, comment est-ce qu'on l'a prise parce qu'en fait, c'est ça notre culture, c'est comment on prend des décisions dans une boîte. Et qu'est-ce qui nous plaît dans la manière dont on a pris cette décision et qu'est-ce qu'on veut garder et qu'est-ce qu'on veut changer et comment on fait ce chemin-là. Et une autre question que je me pose, parce que tu parlais de diversité tout à l'heure. Moi, ce que je constate, c'est que on rentre dans un monde de polycrise. Enfin, je constate comme tout le monde. Hein. Je suis pas tout seul à le constater. Ça implique une chose assez majeure, qui est que la normalité est en train de changer. Et en fait, quand la normalité bouge, on sait bien que pour prendre des décisions, on a besoin de profils atypiques, c'est-à-dire des profils qui sortent du cadre. Et c'est pas une question de genre, c'est pas une question de couleur de peau, etc. C'est une question de tout ça, plus des profils qui viennent peut-être d'autres écoles, d'autres types qui viennent pas forcément du sérail, etc., etc. Vous, comment vous vous assurez d'avoir des profils atypiques et comment vous les intégrez? Je pense que la diversité est importante, mais le risque, c'est de faire la diversité pour la diversité. Exactement. Et du coup, et je pense que ça dessert. Et du coup, moi, c'est la diversité au service de l'excellence. Et c'est comme ça qu'on essaye de le porter, parce qu'en effet, il y a des profils avec des parcours très divers et comme tu dis, qui peuvent avoir des couleurs de peau, des milieux socio-économiques dont ils viennent très différents, qui sont excellents. Mais du coup, il faut aller chercher l'excellence. Et du coup, la vraie question, c'est comment on combat nos biais pour aller chercher l'excellence là où on la connaît. Charles et moi, mon cofondateur, on a fait la même école, on a fait des classes préparatoires, donc on a un réseau d'hommes blancs de grandes écoles qui était assez simple à aller chercher. Et d'ailleurs, quand tu regardais le début de la boîte, c'était les 5-6 premiers, c'était un peu trop ça. Après, on avait réussi à, comme Charles avait fait une partie de sa carrière dans la Silicon Valley, à tirer aussi des Américains, des Franco-Américains très tôt. Donc on avait plutôt une diversité culturelle, mais pas de parité. Maintenant, on est à 45% de femmes et un peu de non-binaires, mais pas énormément. Et donc, pour moi, si tu veux que ça marche, la diversité, c'est passer du temps à savoir où aller chercher les talents. Donc, c'est faire l'effort d'aller chercher des talents dans des endroits contre-intuitifs et construire des filières. Construire des filières de sourcing de ces talents-là. Là, on est en train de travailler avec, c'est pas encore annoncé, mais pour essayer d'intégrer plus d'athlètes du milieu du sport, parce que c'est hyper intéressant et je pense que ça a énormément de valeur. On essaye de travailler pour aller chercher les talents dans les banlieues qui n'ont pas accès à la même égalité des chances, etc., et qui peuvent avoir des types d'excellence qui sont assez extraordinaires. Et on s'est aperçu en faisant ça que chez Alan, on avait plein de gens qui étaient issus des banlieues. Donc, en fait, c'est eux qui vont savoir le mieux comment aller chercher les filières et comment aller inspirer des personnes aussi à postuler et à pas avoir un syndrome de l'imposteur quand ils postulent. Ça, c'est très important. Et après, une fois qu'ils sont là, en fait, ça revient à la culture qui est plutôt de montrer que tes idées ont la même valeur et sécuriser. Il y a un point quand même qui est que si tu n'as pas de rôle modèle senior dans la boîte qui te ressemble un peu, c'est dur de te projeter. Et donc nous, c'est quelque chose qu'on essaie de faire, c'est d'avoir de plus en plus de femmes dans le leadership, mais aussi avoir des personnes avec des profils internationaux ou très différents, pour que tu aies des rôles modèles, qui est, si tu rentres dans la boîte et tu es une femme d'origine maghrébine, je dis n'importe quoi, tu es un rôle modèle qui dit je peux en fait devenir un senior leader chez Alan. Et ça, c'est très important. Et donc créer ces rôles modèles au sein de la boîte, ou quelque chose qu'on essaye de faire beaucoup, c'est on a les Alan Talks qu'on fait venir une fois par mois. Alors avec le Covid, c'était un peu différent, mais des gens inspirants qui vont parler. C'est là aussi créer de l'inspiration
via ça, et avoir ces rôles modèles-là, c'est hyper important. Tu parlais du Covid, tu y as fait référence tout à l'heure aussi. Comment ça se passe pour vous, le télétravail? Nous, on était une boîte qui était structurellement construite pour que ça marche. On avait déjà plein de personnes en télétravail, on était déjà distribués, asynchrones. Et puis la culture de l'écrit aussi. Exactement. Donc, pour nous, ça a été techniquement une transition très simple en tant que boîte, et il n'y avait pas eu de disruption de la manière dont on fonctionnait. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été difficile pour des salariés qui ont été forcés à faire du télétravail. Donc, nous, on a une culture de la flexibilité. Donc, il y a des gens qui sont 100% en télétravail, des gens qui sont 100% au bureau, et tout le spectre entre les deux. Et du coup, ceux qui étaient à 100% au bureau et qui sont retrouvés à 100% en télétravail, pour eux, ça a été plus dur, mais parce que quand tu te retrouves dans un appartement de 30 mètres carrés à Paris, c'est pas nécessairement agréable. Mais la flexibilité qu'on a donnée, le fait que tu pouvais travailler n'importe où, etc., je pense, a aidé à vivre ça de manière beaucoup plus simple, sans que ce soit simple, mais plus simple relativement, que c'était le cas dans beaucoup d'entreprises. Et il y a beaucoup de gens qui pensent, de leaders d'entreprise, qui pensent qu'on ne peut pas gérer une équipe, créer de la cohésion si les gens ne se voient pas. Est-ce que toi, tu penses qu'à l'inverse, puisque vous avez cette flexibilité, on peut totalement avoir une équipe, avoir une forme de cohésion parce qu'on les a bien recrutés, parce qu'on les a bien intégrés, sans qu'ils se voient de manière très régulière finalement? Je pense que c'est tout à fait possible de créer de la cohésion avec une équipe distribuée. En revanche, je pense que si l'équipe est distribuée tout le temps, ça ne marche pas. Donc il faut créer, encore une fois, des moments, des célébrations où les gens se connectent. Et donc nous, on crée beaucoup d'outils pour que, au début, on a des cycles produits, par exemple, qui durent 7 à 8 semaines. Au début des cycles, à la fin des cycles, les gens se regroupent, passent du temps ensemble, se connaissent, célèbrent, définissent ce qu'ils vont faire ensemble, et célèbrent à la fin ce qu'ils ont réalisé ensemble, pour créer du lien. Parce qu'il y a quand même la confiance humaine de l'intuitu personnel fait que si je t'écris quelque chose, tu ne vas pas l'interpréter de la même façon si tu me connais et tu sais la manière dont je vis. Donc c'est très important de créer ces moments-là et de les faciliter. Mais après, je pense que tu peux avoir des périodes de plusieurs semaines où tu peux être pas au même endroit et que ça fonctionne très bien. Mais il faut juste créer le bump de confiance qui va peut-être s'éroder un petit peu parce que tu ne te vois plus, refaire le bump et ça va s'éroder. Comme avec des amis finalement. Exactement. C'est exactement ce que tu fais avec des amis, des bons amis. Un autre point, nécessairement, parce qu'en fait, je ne connais pas la réponse, cela dit, donc ça m'intéresse d'autant plus. On parle beaucoup d'organisation pyramidale. Chez vous, est-ce que c'est flat? Comment vous vous êtes organisé? En fait, chez nous, c'est ni flat ni pyramidal. Je dirais que c'est un... matriciel. Ouais, non, mais c'est vraiment un organisme vivant, tu vois. Donc, c'est organique, je dirais. On n'est pas flat parce qu'on a des gens avec des seniorités différentes et des responsabilités différentes. Mais on n'est pas pyramidal parce qu'on distribue les décisions de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de concentration de pouvoir ou de goulot d'étranglement. Donc, c'est vraiment un modèle hybride. On n'a pas mis de terme, et peut-être qu'on devrait le définir. Non, mais organique, et faire un trademark. Mais organique, je pense, répond pas mal à ce qu'on est. En fait, organique, moi j'utilise souvent ce mot-là parce qu'effectivement, un corps humain, donc a priori on a tout ça, il est complètement organique. C'est-à-dire qu'a priori, il y a des décisions qui sont prises par l'estomac, par le foie. Enfin, les organes, ils ont chacun leur prise de décision. C'est pas le cerveau c'est pas pyramidal en fait, c'est totalement organique. Et je pense que c'est vraiment cette représentation, c'est un corps humain ou un organisme vivant. C'est vraiment ça, je pense. Il faut retourner dans ce dessin animé, tu sais. La vie. Mon rêve, pour tout te dire, c'est de racheter les droits de la vie et refaire une série avec notre mascotte Alan. Non mais c'est vrai, en fait, ce dessin animé était génial. Enfin, on est peut-être quoique non, on n'a pas le même âge, donc j'allais dire c'était un peu de génération, mais... J'adorais quand j'étais petit, ça m'a passionné. Ça montre bien cet organisme vivant. Quel conseil tu donnerais à des organisations qui sont existantes, qui ont plusieurs milliers de salariés, qui ne sont pas dans cette culture, qui d'ailleurs, en réalité, en général, ont une culture nécessairement, mais c'est souvent la culture de la peur. Donc en fait, il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre, on n'ose pas vraiment dire ce qu'on pense. C'est très éclaté finalement. C'est la culture de la réunionite, c'est la culture de la machine à café ou de la cantine, etc. Par où tu commences? Enfin, si tu prends tu vois, une structure existante, voilà, parce que là vous l'avez conçue depuis la base, donc c'est entre guillemets plus simple. Mais je reviendrai. Je pense que on n'a pas la prétention de penser que les gens doivent faire comme nous. En revanche, nous on peut être une inspiration parmi plein.
Je pense en revanche qu'en effet, tout le monde doit se poser la question de quelle est notre culture et est-ce qu'elle est satisfaisante. Ça, je pense que c'est la vraie bonne question à se poser, parce que c'est une question de rétention salariale et juste, on le voit en ce moment, il y a un peu ce phénomène de la grande démission où les salariés veulent du bien-être en entreprise, veulent savoir pourquoi ils ont, veulent avoir un impact, veulent mieux gérer leur stress. Et du coup, si tu ne sais pas quelle est ta culture, tu ne pourras pas répondre à ces questions-là. Et pour revenir à comment le faire, je repartirai de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est-à-dire de ne pas essayer de tout changer ou de ne pas faire une énorme mission, mais de faire de manière très organique. Prenons une décision, un petit groupe de personnes dans la boîte, comment a été prise cette décision-là et qu'est-ce qu'on a envie de changer. Et de faire une décision par décision et à chaque fois de documenter, formaliser un petit peu plus, dire où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut aller. Et là, ça va avancer et ça va faire des progrès concrets qui vont faire que les gens vivent la culture. Et en effet, si on se dit, cette dernière décision, en fait, elle s'est faite parce que un tel et un tel se sont vus à la machine à café tel jour ou parce qu'un tel a déjeuné avec un tel. Est-ce que c'est comme ça qu'on veut conduire l'entreprise? Non. Donc, quels sont les mécanismes qu'on fait pour changer ça? Et là, je pense que c'est puissant. Le deuxième conseil, c'est un livre que Jean de la Roche-Brochard m'avait conseillé, qui s'appelle The Five Dysfunctions of a Team, de Patrick Lencioni, qui disait les 5 dysfonctions d'une équipe par niveau. La première, c'est, j'espère que je vais réussir à les citer dans l'ordre, mais c'est le manque de confiance, puis la peur du conflit, l'inattention aux résultats, je sais qu'elles sont déjà plus dans l'ordre, peur du conflit, bon bref, je vais m'arrêter là, mais... On pourra aller voir dans le bouquin. Exactement, mais comment voir la confiance, créer la confiance dans l'équipe et ne plus avoir peur du conflit dans les échanges, c'est ça qui est vraiment important. Donc c'est comment on arrive à créer des petits groupes de personnes qui se font confiance et qui savent se parler. Et ça, il n'y a pas de recette magique, mais c'est créer du lien humain, enlever la peur, donc montrer que les conséquences des discussions ou des désaccords ne font pas que tu vas te faire virer, mais plutôt qu'on va avancer ensemble. Et tu parlais de la culture de l'échec au début de notre conversation. Comment ça se matérialise, cette culture de l'échec? La manière dont ça se matérialise, il y a plein de manières. On a un channel dans Slack, qui est un de nos outils de communication interne, qui s'appelle Failure Learnings, où tout le monde partage ses petits échecs et il faut que le leadership le fasse pour montrer que c'est OK, et voilà, mais c'est un outil qui est hyper intéressant. Il y a aussi essayer d'avoir des cycles courts d'apprentissage, donc la culture du feedback qui fait qu'on apprend rapidement. Et après, c'est rewarder l'échec. Donc, par exemple, si quelqu'un a lancé une idée ou un produit ambitieux et que ça n'a pas marché pour des bonnes raisons ou ça n'a pas marché aussi bien, c'est au lieu de réduire le scope de la personne, c'est de continuer à l'agrandir, à agrandir son scope parce que la personne a énormément appris et lui donner un nouveau sujet hyper intéressant, etc. Et donc, c'est pas valoriser nécessairement que le résultat, mais c'est le chemin, l'apprentissage, la dedication et la valeur que la personne aurait pu créer. Parce qu'il y a quand même aussi beaucoup... Quand tu prends des risques, ça veut dire que tu fais des choses qui pourraient rater. Et donc, si ça rate, ça ne veut pas dire que tu es nul, ça veut dire juste que tu as tenté ta chance, ça n'a pas marché. Et voilà. C'est hyper intéressant que tu dis ça. J'avais fait un épisode sur Vlan avec une neuroscientifique que tu connais, qui s'appelle Sama Karaki, et où on parlait de l'esprit critique. Et elle disait finalement, on a tellement la culture en Occident, de manière générale, pas qu'en France, du résultat, de la bonne réponse, qu'on en oublie que ce qui est le plus important, c'est le processus à travers lequel tu passes. Il y a Anne Duke qui a écrit cet excellent bouquin qui s'appelle Thinking in Bets, donc penser en paris. C'est une mathématicienne qui était aussi championne de poker et qui en effet parle énormément le poker est super intéressant parce que il y a la qualité de ta décision, mais il y a aussi la chance. Et tu peux avoir pris la meilleure décision possible et perdre, et avoir pris une décision pourrie et gagner, et penser que tu es un génie. Et en fait, si tu veux gagner beaucoup d'argent sur le long terme au poker, il faut apprendre de tes décisions, en plus en ayant un proxy imparfait de la qualité des décisions, ce que tu peux gagner ou perdre. Et du coup, construire ça, et construire cet apprentissage, quels sont les processus qui m'amènent à maximiser mes chances de prendre la meilleure décision et de réussir, mais j'ai toujours la probabilité d'avoir un échec, est hyper intéressant. Pardon, je t'ai coupé. Non, pas du tout, tu m'as pas du tout coupé. J'allais enchaîner sur un autre sujet qui va peut-être sans doute te faire sourire, ça va sans doute faire sourire les gens qui nous regardent, qui nous écoutent. On parle beaucoup de la Startup Nation, mais plutôt de manière négative, comme tu le sais. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de toi, de cette Startup Nation? En fait, je pense que c'est important dans un pays comme la France
qui est un pays au niveau de cynisme assez élevé, de pousser du positivisme. Et il ne faut pas que ce soit du positivisme béat ou idiot qui valorise tout, mais en revanche, donner un esprit d'entreprendre et de l'entreprise, de dire qu'on peut avoir le contrôle de sa destinée, qu'on peut créer des choses nouvelles, qu'on peut bouleverser des statu quo, qu'il y a des succès en France. Ça, je pense que c'est hyper nécessaire et hyper sain. Il faut inspirer. Et au lieu d'être cynique et de dire que tout va rater, que tout est pareil et qu'on est triste et déprimé tout le temps. Et c'est pour ça que la Startup Nation, je comprends pourquoi c'est caricaturé, pourquoi du jargon du monde des startups est à jeter et à vomir. Mais en revanche, ce positivisme, cette volonté de construire notre futur et d'avoir le contrôle de notre futur, et que chaque citoyen peut le faire et avoir... Ça, je pense qu'il faut le garder. C'est hyper important, cet esprit de réforme. Sinon, on va devenir un autre pays musée qui s'encroute, qui dit que c'était toujours mieux avant et qui se plaint de tous ces changements du monde dont ils n'ont pas le contrôle. Je comprends. Tu parlais tout à l'heure d'aller dans des quartiers qui peuvent être des banlieues, mais qui peuvent être aussi peut-être des zones rurales. Comment vous faites ça? Moi, j'avais reçu entre autres, Moussa, que tu connais sans doute. Est-ce que c'est une société, pas une société, mais d'ailleurs c'est une association avec laquelle vous travaillez, ou est-ce que vous passez par d'autres biais? Comment ça marche? Aujourd'hui, on n'est pas encore très bon à faire ça. Hein. Je dirais pas du tout qu'on ait une référence, mais on a en effet des échanges avec des associations et des entrepreneurs sur le sujet. On a pas mal échangé avec les déterminés aussi pour essayer de voir comment on pourrait essayer de recruter certains talents au travers des déterminés. Et après, on essaye de le faire en direct via notre réseau aussi. Donc c'est pas encore hyper structuré, mais c'est un sujet sur lequel on réfléchit énormément en ce moment. Trop bien. Est-ce que tu as prévu de créer une boîte de conseils sur le leadership? Non, parce que je pense qu'après avoir visionné cette vidéo, il y a pas mal de gens qui vont se dire « C'est hyper intéressant ce que tu racontes, on devrait le contacter. » Ça peut être une branche d'Alan, hein, peut-être. Oui. On a essayé de transformer notre système de santé pour passer d'un système réactif à proactif et holistique. C'est pas mal de travail, donc je pense pas qu'on va faire de boîte de conseils là-dessus, mais en revanche, on essaie de documenter, d'écrire beaucoup sur ce qu'on fait. On partage beaucoup avec nos entreprises clientes aussi. On crée des outils qui aident à accompagner. Donc oui, on voit ça comme une valeur d'Alan quand les gens travaillent avec nous pour la santé et le bien-être de leurs salariés, de partager aussi sur ces valeurs-là, de manière assez claire. Ça reste votre domaine, c'est-à-dire comment on s'occupe du bien-être des salariés. Exactement. Parfait. Merci beaucoup Jean-Charles. Merci beaucoup Greg.